Donc bonsoir, vous êtes encore avec Letier. Donc je vais mettre une vidéo très importante sur la justice, là où il y aura des gens qui vont parler de la justice française. Elle est reliée dans le système de la loge de France, la franc-maçonnerie. Donc voilà pourquoi la justice française tourne le dossier des disparus du Beach jusqu'aujourd'hui. Incroyable mais vrai. Combien une affaire sur le dossier des disparus du Beach peut prendre tant d'années et tant d'années? La France se moque de nous. Donc vous êtes en direct avec le Letier africain, Georges Bassi. À tout à l'heure. Bon, les composantes de l'État, c'est la police, l'armée et la justice. Ce sont les trois composantes de l'État. Donc, pour pouvoir contrôler les magistrats, il faut un quatrième pouvoir. Le fameux quatrième pouvoir, c'est la presse. Et la presse, c'est l'abolition de la censure. Et actuellement, on ne va pas vers la liberté totale de la presse, car je suis assez surpris que le livre de Beccaria, j'ai écrit à Flammarion, le livre est épuisé. Il y a pas mal de livres qui disparaissent, et comme je dis, et je l'ai dit à Paris, on trouve Mein Kampf. Il faut qu'on m'explique. Pourquoi le plus grand philosophe de l'histoire est sacrifié sur l'autel de la raison d'État? J'ignorais ce que rentrer dans un tribunal voulait dire. Je l'ai appris à mes dépens, effectivement, à l'occasion d'une simple procédure de divorce, comme je le dis. J'ai mis un pied dans un tribunal et j'ai eu donc, tout loisir de découvrir la maçonnerie et les réseaux maçonniques, qui interviennent donc à l'intérieur des tribunaux, soit à travers la profession d'avocat, de magistrat, d'huissier, etc. Alors moi j'ai eu, c'est pas encore très connu, en tout cas très divulgué, j'ai eu, le déplaisir de découvrir les jugements maçonniques, c'est-à-dire les jugements étoilés, ou jugements comportant des signes cabalistiques, qui ont toujours en commun, je dirais, de finir par une condamnation, c'est-à-dire on est condamné à payer, moi pour mon cas ça a été exactement 2665 € à payer donc aux avoués et la partie adverse, alors que mes revenus ne justifiaient pas cette condamnation, c'est-à-dire que les articles de droit n'étaient pas appliqués, droit fondamental dans mon cas. Jugement maçonnique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que des fausses informations, c'est-à-dire des allégations, sont faites par des juges qui sont complètement à l'opposé de la réalité, telle qu'on peut la démontrer si on parle de soins ou d'éducation prodiguée aux enfants. Les juges se permettent d'écrire tout et n'importe quoi, et ça c'est la définition du jugement maçonnique, que l'on peut attaquer par ailleurs pour faux. Mais comme je dis, la dangerosité et le scandale de ces jugements, c'est qu'il y a toujours une condamnation et qu'en même temps on met en difficulté la personne en l'accusant ou en faisant disparaître par exemple toutes les preuves qu'elle amène pour défendre, faire valoir ce qu'elle est ou ce qu'elle défend à travers une situation qui est évaluée dans un jugement. Et la gravité décrite actuellement de juges, c'est que ce sont des jugements, on peut que ce soit des arrêts donc de cours d'appel qui sont exécutoires de plein droit. Donc les voies de recours se sont amenuisées à la différence de la première instance. Et la difficulté de ces jugements pour l'autorité de la chose de juger, c'est qu'ils s'imposent de fait, et parfois avec des décisions extrêmement graves, et qui portent une atteinte durable au niveau de la vie des gens. On nous dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi. Et la loi, c'est vrai, le Dalloz, c'est des bouquins immenses. On se met tout ça dans la tête, le peuple ne comprend rien. Donc il a affaire à des hommes de loi. Et ces hommes de loi, eux-mêmes, nous comptent,
judiciaire qui fait qu'on ne sait plus où on en est. Bon, pour l'état des lieux, moi déjà, je peux situer que bon, après un divorce, ma liquidation de communauté après 8 ans n'est toujours pas faite, parce que bon, tous les réseaux de relations ont fonctionné, que ce soit de l'avocat jusqu'au plus haut niveau de la magistrature. Mais de toute façon, c'est un monde corporatiste. Hein. On les prend tous, avoués, greffiers, avocats, avoués, experts, tout ça. Tous ces gens-là mangent ensemble, sortent ensemble, se marient ensemble. Il y a eu des policiers impliqués. Au départ, je me suis dit, ça va se régler par mon avocat. Et puis, je me suis aperçu qu'il y avait des complicités au niveau des avocats. Il y a eu des complicités au niveau des avoués. Il y a eu d'importants retraits en espèces, comme je vous ai dit, 420 000 francs avant une audience d'appel. Puis je me suis aperçu que le juge de l'audience était au courant. Je déposais plainte, et puis c'était toujours le même juge, l'huissier qui intervenait. Et donc comme ça, j'ai l'impression que tout le réseau fonctionne jusqu'au bout, c'est-à-dire à partir du moment où il y en a un qui a commencé à protéger, derrière les autres continuent à protéger, jusqu'à ce que bon, on ait des aberrations totales dans les jugements, ça fait rien, la loi n'est plus appliquée parce que ces gens-là, ils sont ensemble, ils sont du même milieu et tout le monde se protège. Ça va jusqu'au notaire, on met des prix aberrants, on m'assigne pour un partage complètement farfelu, on fait enregistrer ce partage au centre des impôts. Au centre des impôts, on me répond, il y a quelqu'un qui a bidouillé dans nos ordinateurs, excusez-nous, on rectifie. Et voilà, et c'est comme ça qu'il continue. Il y a un expert qui est désigné derrière, l'expert continue à protéger, il protège le notaire, ça fait rien, il m'est pris complètement aberrant, j'en parle de tous les côtés, on me dit, mais bon, c'est pas possible, votre maison, on ne peut pas mettre un prix du mètre carré inférieur à un appartement qui date de 1958, qui n'a même pas le double vitrage. On se retrouve comme ça, et ces policiers ripoux, je m'aperçois à un moment donné qu'ils sont tellement impliqués, le gars il revendait des fichiers à la franc-maçonnerie, et donc je comprends pourquoi mon affaire depuis le début est bloquée, parce que ces gens-là, ils alimentaient la magistrature, voilà, ils alimentaient tout le réseau des huissiers, il y avait des huissiers qui contournaient la justice à un moment donné, et qui utilisaient ces fichiers personnels déjà, revendus à une société dans le centre de la France, société à terre, qui a financé jusqu'à 600 000 euros en 1 an et demi. Un certain Sikoski, un ancien commissaire révoqué, condamné pour faux en écriture privée, corruption, et j'ai tout publié sur Internet parce que j'ai vu que tout bloquait. Et donc j'avais plus le choix à un moment donné. Je me suis dit, on bloque mes plaintes, on bloque tout. Maintenant j'attends comme un site correctionnel. Et au moins je déballerai devant un tribunal ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, ils ont été obligés de me citer en correctionnel. Mais j'attends qu'ils aillent au bout, parce que chaque fois je leur mets toutes les preuves entre les mains. On va voir jusqu'où ils vont aller. En France, aujourd'hui, quand on parle de l'affaire René Forné, c'est l'affaire d'un justiciable ou d'un citoyen qui a aussi mis un pied dans un tribunal à l'occasion d'une simple, procédure de divorce, et que 10 ans après, l'on retrouve donc, malgré qu'il avait un très bon niveau d'études, une très bonne profession, on le retrouve sans emploi, on le retrouve à essayer de récupérer des biens qui lui appartenaient, qui lui ont été substitués, on dira, par la voie administrative et ou judiciaire ou autre. Au départ, moi, on m'a dit, ton affaire, c'est la franc-maçonnerie, parce que j'ai su rapidement que c'était des policiers qui étaient impliqués, j'y ai pas trop cru. J'ai commencé à lire des bouquins comme Guylaine au taille de l'humeur, les frères invisibles, parce qu'on m'a conseillé de lire ça pour que je commence à comprendre ce qui se passait. Et puis après, l'affaire Sikoski, je me suis aperçu qu'il y avait même des lettres de dénonciation qui étaient envoyées au juge d'instruction, et que par des employés de Sikoski. Et la juge d'instruction qui ne fait rien. Et quand on lit les pièces du dossier d'instruction, on se rend compte qu'à partir du moment où on sait qui est en cause, qui on risque de toucher, ça va trop loin, l'instruction est bloquée, on arrête. Alors corporatisme, dysfonctionnement, moi je veux bien tout ça, mais pour moi c'est du racket. On ne peut pas perdre ses biens familiaux pour des procédures qui sont montées de toutes pièces, par de la connivence. Voilà, c'est le problème à partir du moment où on sait que c'est des francs-maçons qui sont derrière, c'est intouchable. Alors bon, je ne veux pas dire que tous les francs-maçons sont tous pourris, mais à mon avis, ça passe ce qui se passe. Il y en a qui utilisent ces réseaux pour faire des affaires. Alors on se revend des maisons, on se revend la misère du monde. On se réfugie, si vous voulez, dysfonctionnement. Non, il n'y a pas que ça. Je veux dire, à ce niveau-là, il faut être radical. On commet une faute, si la faute est lourde pour le magistrat, il prend la porte. Il prend la porte. Ces gens-là, par des décisions qui sont tronquées, je veux dire, elles nous ruinent, ils nous ruinent. Cela dit, c'est un lieu obscur, c'est un lieu
comme je l'ai dit précédemment, qui est quand même occupé par les réseaux francs-maçons. On le sait, ce sont des réseaux occultes et invisibles. Et jusqu'à maintenant, tout a été fait pour que le débat public n'arrive pas à un certain endroit, à un certain niveau, et qu'on commence effectivement à appréhender les choses de manière plus proche en termes d'enjeux au niveau de la démocratie. On retrouve des mandataires et liquidateurs, on retrouve des notaires, et la plupart du temps, quand on regarde les condamnations qu'il y a, c'est dérisoire. C'est dérisoire. Alors on nous dit, il y en a qui sont condamnés, oui, on leur met du sursis, mais comme ils sont en société la plupart du temps, ils continuent à travailler à travers la société, donc en fait, ça ne les gêne pas du tout. Alors pourquoi ces magistrats ne seraient pas jugés par le peuple en définitive? Puisque les décisions sont rendues au nom du peuple français. Les magistrats, ça, ils ont tendance à l'oublier. Et à nous, on nous demande de respecter la loi. Alors nous, on veut bien la respecter. Mais comme j'ai bien indiqué tout à l'heure, je pense qu'à une loi qui va y avoir une grande. Oui, les francs-maçons, en tout cas dans le système français, belge, anglais, sont la structure, en fait, sont la structure de la société, donc ils sont à tout, comment dire, tous les échelons importants de la société, ils forment un maillage, ce qui fait que la banque, en passant par les impôts et par les tribunaux, cette croix de transmission, se charge effectivement de faire passer les messages. Le problème, si on en revient aux tribunaux, c'est que lorsque les francs-maçons désignent une proie qu'ils ont décidé de spolier à travers des procédures dans les tribunaux, ils demandent aux frères qui sont à la banque, aux impôts, de mettre en place les méthodes de harcèlement, comment dire, de mise en danger de la vie d'autrui, de manière à ce que lorsqu'ils ont décidé de saisir des biens ou de spolier, puisqu'ils mettent ça en place sur plusieurs années, toute la tentacule soit en place et que tout soit mis, tout soit prêt tant aux impôts, tant à la banque. C'est comme ça qu'on a des interdits bancaires qui n'ont pas lieu d'être, des frais d'agio qui se mettent, en place alors qu'ils sont créés toutes pièces, ils sont factices. Donc tout se met en place au niveau de cette chaîne, de ce réseau. Ça fonctionne extrêmement bien et tous les gens, les proies qui ont subi les maçons, peuvent prouver aisément comment ça fonctionne, parce qu'en même temps, il y a toute une circulaire, c'est vraiment le système des roues, quoi. À un moment donné, tout est extrêmement bien maillé, tout s'enchaîne et c'est d'une logique implacable. Donc tous les gens qui les ont eu en face le savent, parce que c'est pas la faute à pas de chance. Tout s'enchaîne de manière extrêmement structurée, tout est, programmé, à telle date il se passe telle chose, et entre autres, dans les choses qu'utilisent donc les maçons, dans les tribunaux ailleurs, ils ont des dates maçonniques, un calendrier maçonnique sur lesquels ils interviennent à certaines dates. Ils ont des actes très précis au niveau de dates symboliques du calendrier, qui leur permet aussi de donner des ordres par rapport à des fonctionnements comme ça. On parle souvent de la franc-maçonnerie. Est-ce qu'il y a du ménage à faire dans ce bouquin? Je n'ai aucune information de ce côté. Donc je ne suis pas suffisamment. Je suis un professionnel du droit et je m'inscris, je dirais, un peu, puisque bon, j'ai une démarche aussi auprès des victimes depuis fort longtemps, puisque depuis plus de 25 ans je m'occupe d'aide aux victimes, et je préside une association de victimes et d'infractions pénales et de médiation. Donc je dirais que je m'en tiendrai à ma mission, je m'en tiens à ma mission, et bon, je pense que là aussi, il ne faut pas trop focaliser sur, je crois que c'est, je n'ai pas suffisamment, je n'ai pas d'éléments pour permettre de répondre objectivement. Alors ce matin, moi j'ai fait ce que l'on appelle une inscription de faux à titre incident devant la cour d'appel. Inscription de faux justement vis-à-vis de mentions dont je pouvais apporter la preuve que les faits qui étaient énoncés ou les attestations qui étaient citées n'avaient aucune valeur pour des choses bien précises. Alors j'ai eu le cas donc le juge, prenait des décisions sur seulement 2 attestations, ce qui est complètement, insuffisant. Il y a une attestation qui avait été faite, par exemple, par la mère de la collaboratrice de l'avocat adverse, qui ne respecte
principe de la déontologie. Vraiment, il n'y a aucun principe de base. Donc sur une pièce comme ça, on fait valoir le non-respect donc, de la déontologie, le non-respect, là, dans le cas de cette attestation, d'autres articles de droit. Il y avait aussi une autre attestation qui avait été faite en infraction totale du droit, et pas que du droit civil ou du droit pénal. Infraction aussi au code de la santé publique. Donc j'inscris en faux vis-à-vis donc des articles de droit qui ne sont pas respectés et vis-à-vis de mentions qui sont donc erronées ou vis-à-vis, là c'était le cas donc pour ce matin, à l'époque l'avoué donc que j'avais devant la cour d'appel pour des raisons où il avait reçu effectivement a priori des ordres de son supérieur hiérarchique, avait refusé de prendre mes pièces pour donc faire valoir ma défense en vue d'une future décision de juge ou future ordonnance. Donc sur 80 feuilles au total, donc qui m'avait donc que l'on avait refusé de me prendre et qui donc n'étaient jamais arrivées au greffe, puisqu'on avait là aussi refusé un greffe de la cour là, de me les prendre. Donc j'ai inscrit en faux au titre de la falsification des données et de pièces qui ont disparu, donc qui ne sont pas arrivées, donc qui ont disparu et du dossier et qui donc n'ont pas permis de faire valoir mes droits et d'assurer donc ma défense. Donc c'est une procédure, comme vous avez pu le voir. On fait dresser un procès verbal par le greffier. Le greffier nous donne donc une copie de ce procès verbal. Et ensuite, lorsque c'est devant la cour que l'on fait une inscription de faux à titre incident, on a l'obligation, dans le mois, pour que la procédure soit bien tenue, on a l'obligation de la faire signifier donc à la cour, devant le conseil de la mise en état et autres, on a l'obligation de la faire signifier par un avoué. C'est pas vraiment un dépôt de plainte, ça n'a rien à voir avec un dépôt de plainte, puisque bon, c'est une inscription en faux incident sur une décision de justice, c'est-à-dire que c'est une action qui permet à tout justiciable qui est enclin à contester, je dirais, des décisions de justice qui n'ont pas respecté des formes régulières ou autres, et qui vont permettre à ce moment-là à la juridiction de véritablement établir si l'inscription est considérée comme un faux, ou s'il y a eu des malversations ou un irrespect de, en quelque sorte, des règles de procédure. C'est sur quoi, je dirais, le requérant est venu rechercher, je dirais, sur la décision de justice qui avait été rendue à l'origine. En ce qui concerne le faux incident qu'a déposé Mme Arnaud devant la cour d'appel, il faut savoir que le juge n'a pas l'obligation de statuer sur cette pièce. Parce que si l'on prend l'article 307 du nouveau code de procédure civile, il indique que le juge se prononce sur le faux, à moins qu'il puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux. Et l'article suivant, le 308, il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose. Ce qui permet au juge, ça lui laisse une porte ouverte. Je veux dire, s'il y a des conflits d'intérêts entre les parties, ou éventuellement une influence franc-maçon, puisque bon, il y a quand même, comment dirais-je, cette rumeur qui court par rapport aux étoiles que nous retrouvons dans le jugement. Donc le juge, en définitive, il peut écarter cette pièce. Et il va être très intéressant de voir cette procédure pour voir comment, on va voir comment le magistrat va réagir. Ben, il va de soi que bon, c'est assez peu utilisé, rarement utilisé par le justiciable, évidemment, puisque bon, très souvent le justiciable est surtout enclin à, je dirais, à s'en rapporter aux professionnels du droit, et notamment à ces conseils. Donc c'est très très rare d'avoir une démarche, je dirais, spécifique de la part des personnes. C'est quand même une démarche assez. Et ce d'autant que bon, les procédures à l'heure d'aujourd'hui permettent, je dirais, beaucoup de recours, et notamment en matière de droit européen, puisque bon, il arrive bon nombre de justiciables de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, etc., comme la Cour de la Haye, pour éventuellement, je dirais, à ce que le droit soit respecté dans son ensemble, quoi. Donc c'est des démarches, je dirais, assez isolées, quoi.
Pourquoi j'ai déposé plainte contre mon notaire? Parce que je me suis aperçu sur ce document que j'ai réussi à avoir qu'il y avait plein d'erreurs. Et ces erreurs étaient amenées à penser que c'était un faux. Et en effet, il l'a bâti en plusieurs fois. J'ai réussi à avoir ce fameux testament que le notaire refusait de me donner par l'intermédiaire de la chambre des notaires. Et quand j'ai eu ce document dans les mains, en l'analysant, je me suis aperçu que c'était un faux. Donc j'ai signalé au secrétaire de la chambre des notaires que c'était un faux. Il m'a fermé la porte au nez. Donc j'ai déposé plainte contre ce secrétaire de la chambre des notaires. Et le doyen des juges d'instruction m'a demandé une somme de 10 000 euros. Je n'ai pas pu verser cette somme. C'était tout simplement pour faire taire. Alors, qui sont les avoués? Les avoués donc travaillent auprès de la cour d'appel, bon, en l'occurrence la du Gard, donc de Nîmes. Ils ont donc acheté une charge auprès de l'État. Comment dire, on ne peut se passer donc d'avouer en appel. Donc on a sur le principe un avocat pour plaider, et qui n'est pas responsable devant la cour d'appel, et on a l'obligation, on cherche les mots, du ministère d'avouer. Ce qui fait, on dit qu'en général, les gens qui vont en appel, et ce n'est pas le cas aujourd'hui, ils ont les moyens, parce que ça veut dire qu'on paie en moyenne, pour une seule audience plaidoirie, 1 200 euros, 1 500 euros à l'avocat, et qu'en doublon, puisque c'est l'avoué qui transmet les pièces pour les procédures, on paie ces sommes-là, voire plus, puisque le calcul des émoluments de l'avoué, c'est encore autre chose, se base sur d'autres montants. On arrive à payer des sommes extrêmement importantes, et si l'avoué est responsable pour le travail qu'il fait devant les cours d'appel, on n'est pas toujours assuré, comment dire, de son travail, à savoir de la transmission des pièces ou de la bonne, on va dire, tenue du dossier, puisqu'on est dans des relations avocat-avoué où l'avocat est censé défendre vos droits, défendre vos arguments, et l'avoué n'est censé que transmettre les pièces, un petit peu comme un avocat postulant. Et souvent, lorsqu'il des conflits s'installent vis-à-vis de la cour, entre par exemple le travail qu'a fait ou que n'a pas fait l'avocat, ou qu'a fait ou n'a pas fait l'avoué, il se renvoie, même si c'est l'avoué qui est responsable, l'avocat n'a pas su bien travailler le dossier, n'a pas assuré son devoir de conseil, et l'avocat, souvent là aussi, va dire ah ben c'est l'avoué qui n'a pas transmis au bon moment, il a oublié de transmettre les conclusions, et malheureusement les justiciables, s'ils ne contrôlent pas le travail tant de l'avocat de l'avoué, c'est presque un travail à temps complet, ils peuvent avoir, comment dire, de grandes déceptions, voire plus, quoi. Un avoué, c'est un officier public ministériel. Pour moi, c'est un parasite de la justice. Le mot est peut-être fort, mais on n'a pas besoin d'un avoué, comment dirais-je, pour communiquer les pièces à la cour d'appel. Un avocat, ça suffirait amplement. D'ailleurs, il y a des avocats qui se plaignent, je veux dire, de cette profession. Donc, il arrive que des avoués, certains avoués, ne déposent pas les conclusions initiales, en déposent d'autres, retirent des pièces du dossier, et ça, c'est très préjudiciable aux justiciables. Donc, on n'a pas à payer des gens pour transmettre des pièces. Ensuite, il y a une contradiction aussi au niveau des textes du nouveau Code de procédure civile, c'est que nous avons un article, si vous voulez, qui nous impose la représentation par un avoué. Bon. Mais par contre, il y a un article 93 de la loi 21, qui figure aussi dans le nouveau Code de procédure civile, qui nous dispense, parce qu'on a la possibilité de déposer des conclusions écrites, de choisir le défenseur de son choix. Donc, cette loi est très vieille, mais toujours en application. Donc, on n'a pas besoin de ces gens-là. Parce qu'ils sont là juste pour apposer une signature en bas des conclusions et se font rémunérer très grassement. Parce qu'en général, si vous voulez, ils surfacturent les actes judiciaires. Bon, moi-même, j'ai engagé une procédure d'inscription de faux au tribunal de grande instance de Grenoble. Et le greffier, lui, il doit certifier conforme les états de frais de l'avoué. Donc, cet état de frais étant surfacturé, le greffier fait une bonne écriture publique. Donc, je passe les péripéties de cette procédure, puisqu'elle n'a pas abouti, parce que j'ai été, si vous voulez, planté par un très grand avocat qui n'a pas voulu engager cette procédure de faux. Contrairement à celle de Mme Arnaud, qui n'était pas un incident devant la cour d'appel, mais un faux à titre principal dans un acte authentique. Donc, cet avocat va planter la procédure, mais bon, il me reste à peu près 25 ans pour l'engager. Sur les délais judiciaires,
disons qu'il faut bien distinguer, je dirais, les procédures où c'est l'affaire des parties, c'est-à-dire notamment le domaine civil, ça reste quand même l'affaire des parties. La justice, elle est là pour trancher, mais il appartient en quelque sorte à chacune des parties de fourbir ses armes, quoi, en quelque sorte. Et puis après, le domaine pénal, et on a vu avec l'exemple de l'affaire Tour, par exemple, où, bon, je dirais, on est dans le domaine pénal où il appartient, je dirais, les parties subissent un peu plus l'appareil judiciaire, en quelque sorte. Soit elles sont moteurs, et donc elles rentrent dans le processus d'enquête, etc., soit elles sont victimes, et donc elles vont, je dirais, elles, de leur côté, subir l'appareil judiciaire, en quelque sorte. Donc c'est un peu différent, puisque bon, les enquêtes étant diligentées par les services de police ou de gendarmerie, donc c'est déjà, je dirais, une approche assez différente sur les dérives, ce qu'on peut considérer comme des dérives. Donc d'une manière générale, il est bien certain que la procédure, les procédures, qu'elles soient pénales ou civiles, permettent de placer des garde-fous, pour permettre, je dirais, le respect du contradictoire, et ça c'est quelque chose d'énorme, de très important, surtout dans des pays aussi démocratiques que les nôtres, qui permettent quand même, je dirais, d'avoir des règles, donc le respect du contradictoire, ensuite, bon, au niveau des secrets d'instruction, là, il y a beaucoup à dire, avec tout un tas je dirais, de garde-fous qui garantissent en quelque sorte les droits aussi bien du prévenu, du mis en cause que des victimes, et d'une manière générale, dans le domaine civil, pour en faire le parallèle, je dirais, ces règles de procédure civile qui permettent, je dirais, à chacun de pouvoir fourbir ses armes, en quelque sorte de défense. Voilà. Alors c'est très difficile parce que d'en parler comme ça de façon brutale, parce que bon, n'étant pas parfait, nous ne pouvons être parfaits, bien évidemment, mais je crois que bon, il est important d'être attentif, je dirais, à tout ce qui se passe, et notamment, on l'a vu ces dernières années, sur les dérives, notamment en matière, je dirais, pénale, où bon, on est arrivé à des extrémités qui ont quand même particulièrement traumatisé, je crois, l'ensemble des Français et je dirais de l'opinion publique, tout simplement. Alors, la représentation obligatoire, elle nous est imposée par l'article 751 du nouveau Code de procédure civile. Et cela devant le tribunal de grande instance, ce qui intéresse les gros litiges. Et moi j'affirme que c'est une histoire de gros sous. C'est une histoire de gros sous, pourquoi? Parce que au tribunal de commerce, on n'a pas besoin d'avocat. Au tribunal des prud'hommes, on n'a pas besoin d'avocat. Et devant le tribunal d'instance, du moment que le litige ne dépasse pas 10 000 euros, on n'a pas besoin d'avocat. Et dès qu'on dépasse 10 000 euros, alors là, il nous faut absolument un avocat. Et souvent c'est là où les problèmes commencent à arriver. Donc, l'article 751 aujourd'hui, c'est sûr, c'est un texte, mais je démontre, si vous voulez, juridiquement, en fonction des textes des Nations Unies, que cette représentation n'est pas obligatoire. Et donc, cet article ne doit pas s'appliquer. Parce que le justiciable a droit à avoir accès à la justice. Alors, si on vous impose un avocat, je veux dire, et que l'avocat ne veut pas, par exemple, ne veut pas engager la procédure, à ce moment-là, vous ne pouvez plus rien faire, c'est le blocus. Donc ça constitue, si vous voulez, une discrimination patente. Donc de ce fait, cet article 751 devrait être abrogé, ou du moins modifié. Surtout pour les actions en responsabilité contre les auxiliaires de justice ou contre les officiers publics ministériels, parce qu'en définitive, c'est surtout là qu'il y a le problème. Parce que par corporatisme, on n'arrive pas à atteindre ces gens-là, et on ne peut pas avoir réparation du préjudice. Donc avoir un avocat, c'est pas une garantie, on a toujours, si on est un peu averti face à la justice, on a l'obligation de contrôler leur travail, c'est-à-dire toujours demander à l'avocat, avant les dates de clôture des audiences à venir, on doit toujours demander copie des conclusions, n'importe quel bon avocat doit les fournir, sinon c'est qu'il nous fait des petits dans le dos. Et de la même manière, comme aujourd'hui pour mon inscription au four, je dois vérifier dans le mois, demander copie à l'avoué, qu'il a bien transmis à telle date, avec tous les tampons, etc., qu'il a bien transmis au conseiller de la mise à l'état et président de chambre mon inscription de faux.
inscription de faux qui vaut, donc l'on inscrit en faux et que ça tient entre guillemets la route, qui vaut à l'ordonnance d'être annulée et pour le coup d'être rejugée dans un délai d'un an et demi. Dans les conclusions des avocats, on se rend souvent compte qu'il y a des mensonges. Et ça, c'est contraire à leur serment. Parce que le serment, pour moi, il est violé délibérément. Parce que le serment de l'avocat, c'est « je jure d'exercer ma fonction avec dignité, humanité, délicatesse, etc. » Donc, de ce fait, des mensonges dans des conclusions au niveau de la justice ne devraient absolument pas apparaître. Il y a un autre problème majeur, c'est que les avocats vous adressent les conclusions une fois qu'ils les ont déposées. Et de ce fait, il peut y avoir une erreur qui est commise dans les conclusions parce qu'il n'y a que vous qui connaissez, il n'y a que le justiciable qui connaît vraiment son dossier. Donc il peut commettre une erreur. Et un avocat peu scrupuleux, on pourra dire, modifiera les conclusions en faveur de la partie adverse, afin de favoriser s'il y a un temps. Et de ce fait, il devrait y avoir un texte qui devrait être promulgué comme quoi les conclusions doivent être adressées aux parties avant qu'elles soient déposées. Disons que je suis mal placé pour regarder du mauvais yeux, par le mauvais côté de la lorgnette ou le bon côté comme on voudrait, tu vois, que l'on se place. Mais moi ce qui m'intéresse c'est surtout le sort des victimes, le sort du justiciable. Et bon, je pense qu'on ne peut pas tout se faire sur peut-être des dérapages ou autres qui peuvent être constatés. On ne peut pas tout généraliser d'une façon, je dirais, et considérer que bon, partout, je dirais, il y a des vilains petits canards, quoi, je dirais. Donc je pense que d'une manière générale, ce qui est important, c'est surtout que les gens aient une information. Ça, c'est très important. Je crois que bon, souvent, l'information que les gens ont de la justice, c'est hélas à travers la télévision, puisque bon, c'est souvent un parallèle avec les séries américaines qui finalement font la formation, je dirais, du commun des mortels. Et là aussi, on a des règles totalement différentes, des modes de fonctionnement totalement différentes que les États-Unis. Et donc souvent, les gens font un amalgame, je dirais, dans le cadre de la défense de leurs droits, à travers, je dirais, des documentaires ou autres films qu'ils ont pu voir. Alors, je crois que notre plus grande difficulté aujourd'hui, une des difficultés essentielles, est pour faire de l'aide aux victimes, entre guillemets, depuis près de 25 ans, c'est quand même ce manque d'information. On n'a jamais été une période où l'information n'a jamais aussi bien circulé, et on se rend compte que les gens sont des choses élémentaires, quoi, je veux dire, les gens n'ont pas le réflexe de le faire, et puis ensuite, bon, il est vrai que le milieu judiciaire est un milieu relativement opaque, au même titre que le milieu médical. Je crois que bon, chaque corporation a un peu, je dirais, ce mode de fonctionnement. Alors, là aussi, on ne peut pas faire un trop mauvais procès, je dirais, à la justice, si je peux me permettre. La justice, elle essaye aussi de son côté d'ouvrir des brèches en essayant de faire participer, je dirais, les magistrats n'ont jamais été autant sur le terrain extérieur que depuis ces dernières années. Ils participent, et notamment les magistrats du parquet, ils participent énormément, je dirais, à la vie de la cité. C'était beaucoup moins le cas par le passé, où le magistrat était beaucoup plus isolé. Donc, là aussi, il y a des évolutions, mais vous savez, on parle d'un armée de la grande muette, mais bon, la justice, c'est toujours très très difficile à bouger, très difficile à faire avancer, et puis quand on commence à y toucher, c'est toujours très délicat. Et d'ailleurs, on voit bien que ces derniers temps, c'est un enjeu important sur le plan politique, et on voit bien que quelles que soient les colorations politiques et les candidats, tous veulent y toucher, il faut le savoir, mais comment s'y prendre, c'est un peu la question qui se pose à eux et qui se pose aussi à nous, parce que je pense qu'il y a des choses qu'on doit faire évoluer, c'est clair, mais pas n'importe comment non plus, parce qu'on a un système judiciaire qui est relativement satisfaisant, je dirais, quand on voit ce qui peut se faire ailleurs et ce qui se fait ailleurs, quoi.
Les conséquences, c'est vrai que le fait que je résiste et que, comment dire, avec le droit, j'essaie de faire valoir souvent enfin, le respect du droit des procédures, les choses qui étaient programmées pour, comment dire, c'est-à-dire on perd, on gagne, normalement dans une procédure, donc les tentatives, effectivement, de me mettre complètement, la première fois, ça, comment dire, ça a fonctionné parce que je n'étais pas avertie, je n'étais pas formée en droit. Après, effectivement, le fait que je connaisse la procédure, je me mette au droit, ça m'a permis de contrecarrer dans les délais, ça m'a permis en tout cas, si je ne gagne pas, de résister, et la programmation qui pour le coup s'était mise en place par cette justice parallèle, hein, qui utilise toujours le même séquentiel, les mêmes méthodes, les expertises, pour finalement, entre guillemets, abattre la partie adverse, hein, la partie que l'on a décidé de rendre perdante. Pour le coup j'ai résisté et donc le fait que moi chaque fois j'acte, en fait je passe des actes de procédure, que je garde l'autonomie sur ma procédure, ça m'a permis finalement de résister, de maîtriser entre guillemets, même si c'est un peu difficile et lourd à gérer, ça m'a permis de tenir en face, d'être là et de ne pas me laisser pour le coup doubler sur les demandes de la partie adverse, demandes qui pouvaient être abusives. Ça m'a permis de garder la maîtrise et de ma vie et pour le coup de mon dossier. Pour parler sur l'interventionnisme, je dirais les pouvoirs publics ou autres, je dirais qu'ils sont, à ma connaissance, tout à fait, je dirais, moins importants que ce qu'on pourrait croire. Et je vous dis, j'ai eu pour exemple une personne qui avait, je dirais, tué par fusil un jeune qui avait enjambé un garage de nuit, etc. Donc dans les conditions, je dirais, légales de légitime défense, alors que bon, il y avait une pression importante, je dirais, des médias qui souhaitaient qu'au moins une information soit ouverte devant le juge d'instruction. Le procureur a considéré qu'il s'agissait tout simplement d'une légitime défense. Il a classé sans suite, il n'y a jamais eu de poursuite, ni d'ouverture d'information. Et je peux vous dire que on avait le sentiment, il y avait quand même aussi bien de la part de la famille victime, je dirais, dans ce jeune, donc qui mettait une pression telle que de mettre en place, etc., au moins une ouverture d'information. Le procureur a décidé que non. Et je sais qu'on souhaitait qu'il y ait plutôt une information pour calmer. Il avait décidé. Donc, c'est peut-être à l'extrême que je vous cite, mais il est bien certain que les procureurs de la République, indépendamment de la politique pénale qui peut être engagée par le garde des Sceaux et donc le gouvernement, a quand même, je dirais, au regard des textes, je dirais, toute son indépendance, totalement. Et donc, là aussi, ça va tenir compte aussi des caractères de chacun, incontestablement. Je veux dire, vous allez avoir des procureurs, et puis il faut savoir aussi que les procureurs ne sont pas aussi ce sont des magistrats, donc ils peuvent se retrouver aujourd'hui au siège, demain au parquet, enfin, ainsi de suite. Donc, c'est d'ailleurs là aussi, on parle de réforme dans ce domaine, où on veut des magistrats uniquement du parquet, où on veut que les magistrats uniquement du siège. Ça aussi, il y a beaucoup de discussions à ce niveau-là, considérant que les magistrats du siège sont totalement indépendants, puisque bon, c'est ce qu'on appelle les magistrats assise, la magistrature assise, et donc les magistrats du parquet qui sont ce qu'on appelle les magistrats du parquet, donc les magistratures debout, qui interviennent et qui sont soumis à une certaine hiérarchie en quelque sorte. Des sanctions par rapport aux démarches que j'ai pu effectuer, effectivement, qui consistent à se battre contre des décisions de juge. Effectivement, c'est systématique, hein, si on ose s'opposer donc à ce pouvoir qui est un pouvoir extrêmement important et totalitaire aujourd'hui en France, hein, la justice, qui est quand même très liée aux politiques, même si la justice se dit indépendante du politique, on mesure tous les jours que c'est le contraire. Par exemple, sur les politiques qui donnent des ordres effectivement aux magistrats de tel tribunal, enfin, c'est assez fréquent malheureusement. Oui, de toute façon, on le sait dans le réseau dans lequel on est, effectivement, qui ose s'opposer aux juges, qui ose contester les juges, dans les 2 ans, voire ça peut être très rapide comme un peu plus long, on se fait sanctionner, donc on trouve des prétextes qui sont
c'est extrêmement facile. Et effectivement, on a des actes abusifs, une fois de plus, de condamnation. Cela dit, au titre d'article 432.4 et 432.11, les juges, lorsqu'on a des instructions pénales vis-à-vis de fautes lourdes qui sont commises ou de non-respect du droit de la réglementation, leur responsabilité peut être engagée et le sera certainement vis-à-vis des mois et des années qui arrivent, et ils prennent des risques en faisant ce qu'on appelle de l'abus de pouvoir par personne dépositaire d'autorité publique. Mais moi, des mutations, il n'y a eu que ça là sur effectivement, ça m'a occupé, mais chaque fois que j'ai relevé des fautes lourdes, qui sont caractérisées par le code pénal, chaque fois j'ai fait remonter donc au garde des Sceaux et ailleurs, syndicat de la magistrature, quand les juges ont vraiment abusé, n'ont respecté aucune règle de droit que l'on peut prouver, avec effectivement des gros dossiers, etc. Ils ont tous été mutés, y compris les procureurs généraux, et à ce jour, je dirais que j'ai dû faire muter une bonne dizaine de magistrats. J'en ai fait les frais, mais effectivement, il y a des magistrats qui actuellement, du jour au lendemain, ont été mutés à l'autre bout de la France. Alors malheureusement, c'est d'autres justiciables qui font les frais de ces gens-là, parce que je ne suis pas sûre que les mutations, même dans des cas comme ça, leur empêchent d'être dans des comportements totalitaires et pour le coup de délinquants de col blanc. Non, pour en venir à mon ordonnance de mise en état, je ne l'ai pas citée ce matin, mais je l'ai mis dans mon mémoire, c'est pas dans le procès verbal, c'est dans le mémoire. J'ai demandé à ce que soit proscrit les codages habituels cabalistiques. Moi j'ai eu, j'en suis à, je sais pas, 3, 4, 5 jugements, pris par ce justice parallèle, donc avec qui sont signés en fait, par les maçons, c'est un signe d'appartenance maçonnique, ça existait jusqu'à maintenant depuis les années 75, et on travaille pour que ce soit, aboli, et que cette justice parallèle ne continue pas à produire des faux en écriture publique avec ces fameuses étoiles qui parsèment et qui donnent le ton dans les jugements, mais qui malheureusement, pour la partie adverse, signifie qu'on est toujours perdant systématiquement. J'ai effectivement demandé à ce que soit proscrit, si une ordonnance est rejugée et prise à nouveau, à ce que soit proscrit ces étoiles qui sont des symboles et qui n'ont pas figuré soit en rang, soit en triangle, soit alignés avec des messages qui passent à travers la première, deuxième, troisième page du jugement, à ce que j'ai un jugement républicain pris par les tribunaux de la République et pas des jugements qui sont rédigés dans des loges, je veux dire que ce soit à Nîmes, que ce soit à Privas ou ailleurs. Pour la corruption, on a un exemple flagrant, c'est l'affaire Carignan, à Grenoble. Ce personnage, il est parti quand même avec 19 millions de francs, il a fait quelques mois de prison, mais l'instruction dure depuis 7 ans. On se rend compte aujourd'hui que ce monsieur est président de l'UMP pour l'ISERM. Et nous avons aussi M. Juppé, qui a été sanctionné lourdement et qui revient dans la vie politique. Et M. Sarkozy s'entoure de ce genre de personnage. Donc quand même, dans un pays démocratique, il y a vraiment des questions à se poser sur ce phénomène de corruption. Surtout quand on voit qu'ils se font la bise de tous. Donc ça, c'est vraiment inacceptable et je pense qu'il devrait être inéligible, ces personnes, à vie. Rebonsoir, donc vous êtes encore en direct avec Luthier. Donc, vous avez bien entendu tout ce que les compatriotes français ont dit par rapport à la police, par rapport à la justice française. Donc la franc-maçonnerie satanique, elle est dans le système juridique chez nous en France. Peuple français, peuple du monde, nous avons intérêt de nous battre pour anéantir tous ces œuvres démoniaques qui veulent opprimer chaque être humain. Nous devons nous battre pour cela. Moi, je suis quelqu'un, je suis contre l'injustice.
je suis pour la justice. Je suis contre l'exclusion. Quand je suis à Paris, je vois des gens dormir sur des bancs, des gens dormir à terre. À côté où il y a des ventilos qui font sortir l'air des métros, je vois des gens allongés dessus. Ça me fait mal au cœur. La France, pour l'argent, pour les murs, pour le matériel qui brille, ils ont mis l'être humain derrière et le matériel devant. Mais je veux dire à toutes ces marionnettes qui dirigent la France et qui dirigent le monde, surtout les Rockefeller, ceux qui tiennent l'économie du monde. Vous savez une chose, nous sommes que des êtres humains. Écoutez-moi bien. Les Illuminati, écoutez-moi bien. Les francs-maçons et les francs-maçons-sorcelleries. Nous sommes que des êtres humains dans ce monde. Tout le mal que vous faites ici dans ce monde, vous le payerez le jour quand le corps humain que vous avez va, l'esprit et l'âme va se dégager de ce corps et votre corps représentera exactement un élément comme une voiture ou comme une statuette. Oui. Donc, à ce moment-là, il y aura deux grands chemins. Il y aura un rond-point. Si vous avez fait du bien, si vous êtes quelqu'un de bien dans le cœur, les anges de lumière du Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre vous ouvriront le chemin. Si vous étiez quelqu'un démoniaque dans ce monde et qui avait fait que beaucoup ont souffert, vous allez rejoindre l'enfer. Le message est clair. Tous ceux qui sont mystiques, tous ceux qui sont ravis de faire souffrir les êtres humains dans ce monde, vous allez le payer très cher. Donc le message que j'avais envie de vous le dire, c'est celui-là. Maintenant, les présidents africains, soi-disant présidents, mais qui sont que des marionnettes de la France et des autres occidentaux, vous finirez très mal. Le Dieu vous le dit, vous êtes rentrés dans des choses bizarres, mystiques, de la franc-maçonnerie. Vous voyez, moi le Dieu, je ne suis pas un franc-maçon. Je ne suis pas un Illuminati, mais je fais mes enquêtes à grandiose pour connaître vos cellules mystiques. Oui, vous voyez la tête là que j'ai. Dieu a mis beaucoup de temps à l'intérieur. Et moi, les Illuminati, les francs-maçons, les francs-maçons-sorcelleries, je vous aimerai jamais. Parce que vous êtes dans un démon luciférien. Vous êtes des ennemis de chaque être humain dans ce monde. La misère, la famine, la pauvreté qui fait partie de la misère et la famine vient à partir de vous, les démons. Vous, les disciples des démons. Dans ce monde des hommes, Dieu a mis immensément des richesses en Afrique. Aucune personne dans le monde, en Europe, aux États-Unis, devront souffrir. L'Africain, nous avons un bon cœur, du partage. Regardez les Blancs quand ils vont en Afrique, comment ils sont reçus. Mais, c'est même là que nos arrière-parents sont venus aider pendant la première guerre mondiale et deuxième guerre mondiale. Nos parents africains ont combattu. Mais qu'est-ce qui se passe? Tous ces pays-là ont oublié. Surtout la France. Mais tout ce pays ici-bas. La France, aujourd'hui, elle se dit France en paix. D'après eux, en paix. Mais la France n'est pas en paix parce qu'un pays où la pauvreté fait que monter,
où il y a le chômage immense, où il y a une pauvreté qui fait que monter, il y aura explosion. À ce moment-là, les gens, vous allez subir, vous allez connaître qui sont le peuple français. Le pouvoir appartient au peuple. Donc le message que j'avais envie de dire, c'est celui-là. À bientôt. Bye bye. Vous étiez en direct avec le luthier africain Georges Passy, le résistant de France. Bye bye.